BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité ce midi, c'est Gregor Chappell, ancien patron d'Acteris. On doit dire ancien Gregor Chappell parce que vous venez de quitter vos fonctions depuis 2 jours, 3 jours? Bon midi, c'est mon 2e jour de liberté. Alors, on va revenir avec vous dans quelques minutes sur votre bilan à la tête d'Acteris. Je voudrais d'abord qu'on parle de tout ce débat sur la neutralité du service public dont on parle beaucoup au sujet de la STIB. Est-ce que la STIB et Acteris, c'est comparable? Et est-ce que ce qui s'est passé à Acteris il y a quelques années, parce que vous aviez également dû faire face à une décision de justice, c'est la même chose ou pas? Alors non, c'est pas la même chose. Par contre, c'est le témoin d'un même défi sociétal, celui des clivages identitaires qui sont de plus en plus aigus. Et en effet, dans le bilan, il y a eu à gérer cette situation il y a 4 ans et demi à Acteris. La différence, c'est que les personnes qui avaient introduit un recours devant le tribunal du travail à Acteris étaient déjà membres du personnel. Elles portaient déjà le foulard avant mon arrivée. Nous avons introduit un règlement de travail interdisant le port des signes politiques, philosophiques, convictionnels. Et puis, elles ont introduit un recours qu'elles ont gagné. À l'époque, nous avions aussi décidé de ne pas aller en appel parce qu'un appel devant le tribunal du travail n'est pas suspensif. Et donc, on se disait, soit on va en appel et on perd, et alors on a confirmé une décision qu'on n'aime pas, soit on va en appel et on gagne, mais comme ce n'est pas suspensif, on s'attendait à ce que peut-être 10 ou 12 collaboratrices se mettent à porter le foulard et licencier les personnes parce qu'elles portent le foulard n'était pas une option. Mais à l'époque aussi, on avait écrit au gouvernement régional, au nom du comité de gestion, en demandant qu'une règle soit prise, qui soit la même pour toutes et tous dans la fonction publique bruxelloise. Et si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, c'est relancer cet appel. Il est urgent que le Parlement se saisisse de la question. Ne pas créer la même règle, c'est de la violence institutionnelle par rapport à ces femmes. Donc il faut une législation. Évidemment. Évidemment, il faut qu'il y ait une même règle pour tous. À Acteris, on travaille aussi comme sélectionneur-recruteur pour les services publics. Et donc, quand on a des chercheuses d'emploi devant nous qui portent le foulard et qui nous demandent « Oui, mais qu'est-ce qu'il va m'arriver si je vais travailler au VDAB ?»« Ah, mais là, vous pouvez porter le foulard. » Et à Acteris, oui, à Acteris aussi. À la ville de Bruxelles, ah non, là, c'est différent. Ça ne va pas. À un moment donné, sur des questions aussi fondamentales, c'est le rôle d'un Parlement de passer au-dessus des clivages et de trouver un compromis. Et moi, personnellement, j'ai mes convictions personnelles, mais peu importe, je pense qu'un compromis peut être trouvé. Ouais. Comment ça s'est passé à Acteris? Donc vous n'avez pas fait appel, ça veut dire que un certain nombre de vos collaboratrices ont porté le foulard. Est-ce qu'il y a eu un effet tache d'huile, comme on pouvait le regretter, et est-ce qu'il y a eu des impacts sur la qualité du service ou sur la réaction de ceux qui se présentent au guichet d'Acteris? Alors je pense que ça s'est su parmi les femmes qui portent le foulard et qui ont envie de contribuer à la société que chez Acteris c'était autorisé. Donc on a eu sans doute plus de candidatures. On ne fait pas de monitoring, heureusement. Je crois qu'on doit avoir une trentaine de femmes qui portent le foulard à Acteris, de collaboratrices. Ce qui est important de savoir... Sur plusieurs centaines de collaborateurs. Sur 1600 personnes, donc c'est pas gigantesque. Ce qui est important de savoir, c'est que ce sont aussi des managers de haut niveau qui sont inspirantes pour leurs collègues, quels qu'ils soient, qui portent le foulard. Donc ça casse les préjugés. Et tout s'est très bien passé. On a travaillé sur le respect et en presque 5 ans, je crois pouvoir dire qu'on n'a eu aucune plainte, ni d'usagers, ni de collaboratrices, ni de collaborateurs. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on doit autoriser le port de ce foulard pour vous ou pas? Non, moi je crois qu'il faut trouver un compromis entre les fonctions qui sont visibles des usagers, où il faut maintenir un périmètre de neutralité exclusive, et les fonctions qui sont de back-office, où il faut pouvoir dire à cette communauté qu'elle est bien accueillie dans le service public pour pouvoir contribuer à la collectivité. Peu importe mes convictions personnelles, je n'ai pas dit que c'était mes convictions. Je pense, quand je fais l'analyse sociopolitique, que 1, il faut une règle pour tous, et 2, c'est le compromis qu'il y aura moyen de trouver. Ça veut dire que vous regrettez presque d'avoir dû incorporer des femmes portant le foulard à Acteris? On exécute les décisions judiciaires, il y a une séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire nous a demandé d'appliquer la neutralité inclusive, je suis fier que ça se soit bien passé. Si j'avais une baguette magique, ce n'est pas le choix que j'aurais fait. Ouais, pourtant le service, il est vraiment différent d'une collaboratrice à l'autre? Alors non, mais par contre, moi j'ai aussi mes convictions personnelles, j'ai pas envie d'aller à un guichet communal et d'avoir un employé communal qui porte un t-shirt I love le Rassemblement National et qui doivent me servir. Je n'aurais pas l'impression d'être respecté en tant que citoyen qui attend une garantie de neutralité, mais aussi d'apparence de neutralité du service public. Alors ça, c'est pour la question de la neutralité. On va faire le bilan un petit peu en matière d'emploi. On sait qu'il y a eu une tendance très positive pendant plusieurs années d'affilée, notamment sur le recul du chômage des jeunes. Et puis, il y a la Covid-19 qui a tout cassé.
Oui, alors en effet, on est dans une situation qui est effroyable. Ce n'est que le début, ça va empirer. Le chômage des jeunes a augmenté de 11% sur les 2 dernières années. Et on est protégé par la solidarité fédérale. Et donc on n'a pas encore tous les chiffres, mais on sait que dans les mois qui viennent, ça va être très difficile. Pour des raisons économiques, c'est évidemment très difficile. Pour Actiris, ça n'a pas été facile au niveau opérationnel, puisqu'on a demandé à nos collaboratrices, nos collaborateurs de travailler de leur salon, de leur cuisine, parfois de leur placard à balai, littéralement. Donc oui, ça va être difficile. Moi, je crois qu'il y a des solutions. Je pense qu'il faut revenir à l'approche que nous avions avant le Covid. Et je regrette que ce ne soit pas la direction que notre ministre de l'Emploi, Bernard Clairfailly, est en train de prendre. On va y revenir dans un instant. Mais ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que dans les mois qui viennent, le chômage continue d'augmenter, voire explose en région bruxelloise, pour tous les types de demandeurs d'emploi ou pour certaines catégories précises? Alors, les pronostics de View, l'Observatoire bruxellois de l'emploi, c'est une augmentation de 10 à 14 000 chercheurs d'emploi, ce qui fait une augmentation de 15 à 20% du chômage à Bruxelles. Donc oui, ça va très fort augmenter, sans compter l'augmentation des usagers du CPS. Donc malheureusement, la pauvreté va augmenter si on ne fait rien. Et je pense que ce que cette crise nous a apprise, c'est 2 choses. C'est que, 1, nous sommes tous interconnectés, et donc il faut que les plus forts prennent soin des plus fragiles. Et 2, l'inaction tue, et donc il est temps d'agir. Si on n'agit pas maintenant, notre inaction va tuer sur le plan socio-économique. Alors, vous venez d'évoquer votre ministre de tutelle, c'est Bernard Clairfailly. On a le sentiment que l'entente n'était pas optimale depuis le changement de gouvernement et depuis la reprise de ce portefeuille par Bernard Clairfailly. C'est une question d'homme ou c'est une question de politique? Non, c'est une question de fond. Bernard Clairfailly est un homme charmant, c'est un homme intelligent. Oui. On a encore échangé ce matin et on a convenu que du choc des idées sortait toujours le meilleur. Donc il s'agit de désaccords sur le fond. Oui, c'est quoi le désaccord? Il ne voulait pas de votre idée de territoire zéro chômeur ou des initiatives que vous vouliez mettre en place? Mais ce sont pas il mes a été idées. Trop timide sur les investissements? Ce ne sont pas mes idées. Je pense que Bernard Clairfailly est économiste et il croit que le marché du travail existe. Moi, je pense que le marché du travail n'existe pas. C'est pas un marché, le travail. C'est pas un marché quand on parle d'humain. Le marché, ça fonctionne très bien avec les marchandises. Il y a quand même une offre et une demande, non? Eh bien, justement, c'est là qu'il y a un désaccord profond. Il y a une offre et une demande, mais qui ne jouent pas pour toute une partie de la population. Il y a 55 000 chercheurs d'emploi de longue durée à Bruxelles. Et un humain, quand il n'a pas de travail, très très vite, il perd sa motivation, il perd ses compétences. Et s'il n'y a pas la collectivité qui apporte des solutions, eh bien alors on va à l'échec. Et donc moi, ce que je conteste, c'est les choix qui ont été faits avec le plan de relance régional. Bernard Clairfailly a choisi de soutenir les employeurs, a demandé à Actiris de verser de l'argent directement aux employeurs pour réduire le coût du travail. D'une part, ça ne marche pas. Il n'y a que 20% du budget qui va être utilisé. On va terminer l'année avec 30 millions d'euros de non-dépenses dans un cadre d'un plan de relance à 90 millions. C'est un gâchis budgétaire. On a besoin de toutes les ressources pour relancer l'emploi. Moi, je crois que ce qu'on aurait dû faire, c'est plutôt aller vers ce que j'appelle un État-solution. C'est ce qu'on a fait pendant des années avec la garantie jeune, avec Didier Guezouin, même avec Céline Frémaux, avec Benoît Serex. On avait un gouvernement qui a adopté la méthode scandinave où on garantit des solutions aux chercheurs d'emploi et aux employeurs. Et pour moi, c'est vers là qu'il faut aller. J'essaie de traduire concrètement. Ça veut dire que plutôt que de baisser le coût du travail pour inciter les entreprises à embaucher, vous nous dites qu'il faut plutôt aller vers des stages, vers des formations et vers ce qu'on va appeler de l'emploi subsidié? Alors, je parle même d'emploi passerelle. Donc, les jeunes sont les victimes premières de la crise alors qu'ils ont été les premiers solidaires. Je dis il faut créer des emplois jeunes passerelles subsidiés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de traverser la crise. Je pense qu'il faut doubler le nombre d'articles 60 dans cette région pour s'occuper des futurs anciens indépendants qui vont se retrouver au CPS. Donc, les articles 60, il faut juste expliquer ce que c'est. Les articles 60 sont donc les personnes qui sont usagers du CPS, donc qui n'ont pas droit au chômage, qui sont recrutées par le CPS, qui leur donne un vrai contrat de travail et qui les met à disposition d'un employeur. Or, on a beaucoup d'indépendants aujourd'hui dans l'ORECA, dans l'événementiel, qui vont perdre leur job, qui n'auront pas droit au chômage. Il faut les remettre à l'emploi tout de suite. Je propose un revenu de formation, je défends ce qui est dans la déclaration de politique régionale, un revenu de formation à 4 € de l'heure. À la place de 2. À la place de 2, pour permettre aux chercheurs d'emploi de se reconvertir tout de suite dans les métiers en pénurie. Et je défends évidemment les territoires zéro chômeur comme prémisse à une garantie emploi pour tous. Je pense qu'avec la crise qu'on a connue, crise sociale, crise environnementale, on doit complètement changer de paradigme et on doit avoir une collectivité qui crée les emplois dont la communauté a besoin. Mais tout ça, c'est donc la collectivité qui crée des emplois ou qui favorise les stages ou la formation. Est-ce que la région bruxelloise a les moyens de faire ça?
Est-ce que la région bruxelloise a les moyens de ne pas le faire? Chaque euro qu'on ne dépense pas dans des solutions aujourd'hui, ce sont des recettes fiscales que l'on va perdre demain. Tous les économistes, Esther Duflo, prix Nobel d'économie, Mariana Mazzucato, tous les économistes du monde entier disent il faut investir maintenant, il faut mettre les gens à l'emploi maintenant. Et je ne parle pas de l'urgence sociale et environnementale. Quand on ne le fait pas aujourd'hui, rendez-vous dans 3 ans pour voir la situation budgétaire de la région bruxelloise. Alors, il nous reste moins de 2 minutes. Grégoire Chapelle, d'abord, qui va vous succéder, on le sait ou pas? Le processus de sélection est en cours. On aurait aimé que ce soit fait plus tôt. On aura ce nom à la rentrée, en septembre. Mais vous n'avez plus rien à dire. Heureusement. Ouais. Est-ce que malgré tout, vous partez en étant positif sur l'avenir de l'emploi en région bruxelloise, le développement de la région bruxelloise et le rôle d'Acteris? Je pars très positif. On a transformé le service public d'emploi avec le soutien du gouvernement bruxellois et on va avoir un impact. On a tous les leviers en main pour avoir un impact majeur si on prend les bonnes décisions. Une dernière question, qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec Grégoire Chapelle? Je vais prendre soin de moi et de ma famille pendant 3 mois et puis je sens un appel vers la transition écologique et la biodiversité, mais mes choix ne sont pas encore définitifs. Ça veut dire que vous allez revenir en politique ou vous occuper d'une ONG qui va s'occuper de diversité et de climat? Je crois que vous avez pu voir que j'étais mauvais dans la lutte pour le pouvoir. Je suis trop extraverti. En politique, apparemment, il faut faire du billard à 3 bandes, des jeux d'échecs, cacher son jeu. Je suis très mauvais pour ça. Donc je ne pense pas que je vais aller en politique. J'ai un ami qui me dit il ne faut jamais dire jamais. Donc je ne vais pas insulter l'avenir. La vie est longue, mais je vais plutôt aller dans des énergies 100% positives. Et on saura ça dans 3 mois. Quand ça sera mûr. Merci beaucoup, Grégoire Chapelle. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur du service public de l'emploi en région bruxelloise Acteris. Merci d'avoir été avec nous.